Marie-Claudette Mayfair. Alors, cette jeune femme, cette délicieuse jeune femme, est née en 1760 à Saint-Domingue sur le domaine de Mayfair. Ce sera d'ailleurs la dernière sorcière à y naître. Et c'est la fille de Angélique Mayfair et de Vincent Saint-Christophe. Hé Choco, qu'est-ce que tu fais là? Normalement je devais faire ça tout seul, j'étais juste sorti chercher des clopes. Enfin bref, donc oui, Marie-Claudette, tout comme l'avait fait sa grand-mère et sa mère, gère la plantation Mayfair, et tout comme l'avaient fait ses aïeuls, eh bien elle s'est toujours montrée bienveillante, gentille avec les esclaves, et comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos que cela aura son importance, et en effet ça a eu son importance puisque arrive 1791, oui, la révolte des esclaves, la révolte à Haïti, et les Mayfair justement avaient été prévenus par des esclaves quelque temps auparavant qu'il allait se passer quelque chose et qu'il valait mieux pour eux qu'ils se barrent parce que sinon ils allaient être massacrés. Donc c'est sans trop de difficultés que Marie-Claudette et sa famille s'installent en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Marie-Claudette achète une plantation au sud justement de la Nouvelle-Orléans. Elle y fait construire une gigantesque demeure, bien plus grande que celle de Mayfair, et elle décide de la baptiser Victoire à Riverbend. Par la suite, le domaine ne sera appelé que Riverbend. De son côté, le Talamasca, lui, c'est beaucoup plus simple maintenant d'avoir des informations sur cette famille puisque ils sont maintenant obligés de se mêler à la société. Ils s'installent à côté d'une grande ville, ils ne sont plus sur leur île où ils avaient une existence qu'on pourrait qualifier de quasi féodale. Je me permets d'ouvrir une petite parenthèse parce que la chair, là, le grand esprit, la chair qui est censée protéger les Mayfair, apparemment, emmerder simplement une individualité, juste une personne, peut-être deux comme ça va, mais il n'aurait pas été capable de les défendre contre toute la horde d'esclaves qui était venue tout saccager. Ouais, en effet, c'est vrai, Choco, je suis d'accord avec toi. Mais ça, oui, la chair a des pouvoirs, mais c'est limité. J'en avais déjà parlé. Prendre ne serait-ce que forme quelques instants, ça lui prend énormément de force. Donc, mais bon, on en reparlera. Mais c'est vrai que c'est très pertinent, Choco, très pertinent. Donc, Marie-Claudette, installée en Nouvelle-Orléans, elle s'est déjà fait une belle réputation. Tout le monde sait que faut pas trop titiller les Mayfair. En général, ça se termine très mal. Pourtant, donc, on est à une époque où les plantations, c'est dirigé par des hommes, faut le reconnaître, quoi. Alors, ils ont certainement pensé là-bas que oui, c'est une femme, on va la bouffer tout cru. Non, ça s'est pas passé comme ça. Donc, il y a même eu des cas où ça s'est extrêmement mal passé. Il y a une histoire, par exemple, où la plantation a carrément pris feu. Voilà. Mais je tiens à prendre la défense de Marie-Claudette. C'est pas les Mayfair qui ont fait ça. C'est pas les Mayfair, c'est pas la chair, c'est pas quelqu'un qui aurait été payé par Marie-Claudette. Non, là, faut remettre les choses à sa place. Moi, dans un souci de justice, je tiens à vous expliquer qu'en fait, cette plantation, c'est le propriétaire qui a foutu le feu. C'était devenu un vampire, il a mal supporté sa condition, et il a foutu le feu à la baraque. Voilà tout. Donc, lisez Entretien avec un vampire pour plus de détails. Revenons-en au Mayfair.
Marie-Claudette, donc, elle a eu le temps aussi de se marier avec un homme du nom de Henry Landry, un botaniste, voilà, un paysagiste, quelque chose de genre, je ne sais pas si le terme existait déjà à l'époque. Quelqu'un de très très beau, mais voilà, il n'avait pas de revenus, il n'avait pas de titre, il n'avait pas d'argent. Ça, donc, on comprend par là que les femmes Mayfair en général, elles s'en fichent un peu du parti de leur conjoint, quoi. Du moment que la personne est beau, c'est tout ce qui compte. Elle ne se marie pas pour l'amour ou pour l'argent. C'est voilà, chacun ses raisons. Donc de cette union, il y a eu 3 enfants. Il y a eu la jeune fille Claire Marie. Claire Marie, donc, malheureusement, était bizarre. Enfin, bizarre sympa, pas bizarre craignos. Un peu à la Luna Lovegood. Très simple d'esprit. Et elle voyait des fantômes, des esprits. Et parfois, elle avait, elle savait un peu lire dans les pensées des gens, puisque parfois, elle révélait des vérités sur les gens, et souvent à des moments peu opportuns. Elle était aussi très très belle. Mais malgré tout, sa mère a toujours refusé qu'elle se marie. Elle a eu pas mal de prétendants, mais Marie-Claudette a toujours refusé le mariage pour sa fille. Et elle a fait aussi la même chose pour son fils Pierre. On ne sait pas trop pourquoi. Mais alors Pierre, il a voulu se marier 2 fois. Et les 2 fois, Marie-Claudette a refusé le mariage. Et d'ailleurs, même la 2e fois, sa fiancée a tenté de se suicider. Donc Pierre, par la suite, a décidé simplement d'être plus discret. Il a pris simplement des maîtresses. Et il avait essayé d'apprendre la médecine auprès d'un médecin. Mais le gars, c'était plutôt un gros alcoolo. Et malheureusement, cette expérience a plutôt été un échec. Ensuite arrive le 3e enfant, Marguerite. Et voilà, la chair lui-même s'est penché sur le berceau, c'est officiel, Marguerite sera la prochaine sorcière Mayfair. Marguerite, donc, c'est un peu spécial, je vais être obligé d'un petit peu vous en parler, je ferai une vidéo avec beaucoup plus de détails bien sûr, mais il faut quand même qu'on parle un petit peu de Marguerite. Mais avant cela, on va parler du testament. Puisque c'est Marie-Claudette qui a établi les termes du testament Mayfair, et ces termes vont perdurer jusqu'au XXIe siècle, et il est important de vous en parler, et comme moi je m'y connais pas trop, je me suis arrangé pour avoir les services d'une avocate, donc Maître Cambier, et voilà, Maître Cambier Roulietta, Maître Cambier, excusez-moi madame, et elle va vous parler donc des termes du testament des Mayfair. Le testament est constitué d'une série de dispositions extrêmement compliquées prises auprès des établissements bancaires détenant l'argent de la famille. Ces dispositions sont telles que la fortune ne peut être affectée par aucun droit successoral d'aucun pays. Elles prévoient que l'essentiel des avoirs et des biens de la famille sont entre les mains d'un seul membre de chaque génération, cet héritier étant désigné par le bénéficiaire vivant. Il est également prévu que, si le bénéficiaire meurt sans avoir désigné son héritier, la fortune revient à l'aîné de ses filles. En l'absence de descendants de sexe féminin, l'héritage passe à un homme. Mais le testament n'oublie pas les autres enfants de la bénéficiaire, frères et sœurs de l'héritière, de chaque génération, la part attribuée aux femmes étant généralement le double de celle des hommes. Quoi qu'il en soit, aucun membre de la famille ne peut hériter s'il ne porte pas le nom de Mayfair, en public et en privé. Lorsque la loi lui interdisait cette pratique, l'héritière portait le nom de façon coutumière. Le testament d'origine comporte également des dispositions complexes concernant les Mayfair destitués réclamant de l'aide, pour autant qu'ils aient toujours porté le nom et descendent de ceux qui l'ont porté. La bénéficiaire a par ailleurs la faculté de céder jusqu'à 10% de l'héritage à des Mayfair qui ne sont pas ses enfants mais, encore une fois, s'ils ne portent pas le nom, ces dispositions sont nulles et non avenues. Mais ça, de toute façon, c'est jamais arrivé. Je veux dire, un homme qui hérite de l'héritage. Parce que, de toute façon, l'héritière a toujours été désignée, en général, elle est désignée à sa naissance, à quelques exceptions près,
Et ça a toujours été une femme qui a géré, qui a pris les rênes des affaires Mayfair, sauf... on en reparlera. Donc, comme je le disais, Marie-Claudette gère extrêmement bien ses affaires puisque la plantation de Riverbend gagne énormément en importance. Mais le temps passe et Marie-Claudette, malheureusement, d'un point de vue moral, ça va pas trop. Parce que, bien, comme je vous le disais, elle a eu une fille qui s'appelle Marguerite. Et Marguerite, elle n'est pas aussi docile que les Claire-Marie ou Pierre. Pour preuve, bien quand Marguerite a eu une vingtaine d'années, elle a épousé un homme, un Irlandais du nom de Tyrant de McManara, un chanteur, et bien elle l'a épousé contre l'avis de sa mère. Donc de toute façon, Marguerite a toujours été un esprit libre et en quelque sorte, elle lui a bien fait comprendre, écoute, je vais l'épouser, et tu vas faire quoi? J'ai 20 ans, c'est bon quoi. Et par la suite, eh bien, Marguerite a mis au monde 2 enfants, 2 garçons. Et à partir de là, bien, Marie-Claudette a décidé de ne plus adresser la parole à sa fille. Pourquoi? Bah déjà, il y a le coût du mariage. Et en plus, eh bien, voilà quoi, il y a l'héritage des Mayfair et bah voilà, Marguerite se marie contre le gré de sa mère et en plus, bah elle est pas capable de lui faire une fille quoi. Pour l'instant, il y a que 2 garçons et bah voilà, elle a les boules. De plus, bien la chair qui a toujours été le fidèle compagnon de chaque sorcière Mayfair, eh bien, il commence un peu à la délaisser. Bon. Il lui balance quelques poèmes de temps en temps, il lui offre une fleur, mais ça va pas plus loin. Maintenant, la chair, il tourne autour de Marguerite et même il commence à rôder autour du berceau, puisque Marguerite a eu par la suite quand même une fille, elle a réussi à avoir une fille du nom de Catherine, et la chair tourne autour du berceau de Catherine. Donc, eh bien Marie-Claudette se sent délaissée. Pourtant, Marie-Claudette, c'est une de celles qui a eu le plus de pouvoir sur la chair, et même elle a appris quelques petits trucs pour l'embêter en quelque sorte, pour s'en défendre. Par exemple, il y a la musique. Alors, eh bien, la musique, elle s'est rendue compte que si elle avait de la musique autour d'elle, puisque Marie-Claudette aime bien avoir son petit orchestre quand elle est sur son patio, et quand elle écoute cette musique, son petit orchestre joue pour elle, eh bien, la chair a du mal à se matérialiser, il a du mal à prendre forme, il a du mal même à se faire comprendre et à comprendre ce qu'on lui dit, et bon. Et parfois même, il lui arrive d'être pris d'une sorte de frénésie, il est pris par la musique, il se met à danser au rythme de la musique. Donc Marie-Claudette a bien compris que si on voulait distraire l'esprit frappeur, si on voulait faire quelque chose et qu'on ne voulait pas qu'il s'en mêle, il fallait simplement lui mettre de la musique. Le temps passe et Marie-Claudette, elle fait connaissance avec son petit-fils, Julien. Pourtant, elle avait toujours ignoré les hommes de la famille. Enfin, ignoré, elle était quand même gentille avec ses petits-enfants, ses enfants et les autres hommes qui étaient là, Mais elle avait toujours accordé plus d'importance aux femmes, aux filles. Et elle fait connaissance avec le petit Julien et elle se rend compte que, bien, Julien, il a d'énormes capacités Il a un pouvoir magique équivalent à celui de sa mère, peut-être même supérieur. Et elle se rend compte que c'est à Julien qu'elle doit expliquer les choses, que ce qui s'est passé, l'histoire des Mayfair, l'histoire de Suzanne, de Déborah, de Charlotte, de Petir Van Abel, qui est le Talamasca. Parce qu'elle se rend compte que oui, Marguerite est un esprit libre, mais trop libre. Marguerite, on va même dire qu'elle est devenue folle. On en reparlera. Et elle se dit que si elle veut perpétuer l'histoire des Mayfair, bien c'est à Julien qu'il faut en parler, et pas à Marguerite. Julien, lui, pourra grandir et connaître les autres sorcières qui arriveront, et il pourra justement les former.
Un jour, sous le couvert de musique, Marie-Claudette fit une terrible confidence à Julien. Elle lui explique que la chair, il a un objectif. Son objectif est de redevenir humain. Et un jour, oui, un jour, une sorcière sera capable de l'aider à reprendre vie. Et ce jour-là, quand la chair redeviendra humain, vivant, eh bien, il tuera toutes les Mayfair. Elle est persuadée de cela, et elle dit à Julien que, pour le moment, il a besoin des sorcières, mais qu'un jour, il se vengera certainement d'avoir dû être à leur botte en quelque sorte. Elle n'a pas plus d'informations à lui donner par rapport à ça. D'ailleurs, ce n'est qu'une intuition. Elle avertit aussi Julien que les sorciers Mayfair masculins en général y finissent mal. Elle lui donne l'exemple d'un cousin qu'elle avait quand il vivait à Saint-Domingue où, ce cousin avait tenté d'invoquer la chair. Et bien, la chair l'a massacré. D'ailleurs, Marie-Claudette lui a fait comprendre que c'était pas bien et elle lui a pas adressé la parole, elle ne l'a même pas regardé pendant plusieurs semaines pour lui faire comprendre que ce qu'il avait fait c'était mal. Mais elle sait pertinemment que faut pas faire ce genre de choses. D'ailleurs, c'est vrai que on apprend donc qu'il y a bien des hommes Mayfair qui avaient quand même certaines capacités. Mais bon, apparemment, bien, ils se font en général massacrer. Ça a été d'ailleurs aussi le cas d'un des frères d'Angélique qui avait disparu, qui s'est fait tuer pendant la tempête où Charlotte est décédée. Vous savez, la mystérieuse tempête qu'il y a à chaque fois qu'une sorcière meurt. Donc il est tout à fait possible que la chair a profité de se débarrasser de lui parce que justement il était trop puissant. Mais bon, ça ce ne sont que des spéculations. Alors j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse sur la magie. Oui, sur la magie, enfin la sorcellerie, parce que la magie c'est plutôt des tours de cartes et ce genre de choses. Définition, différence entre magie et sorcellerie, vous regardez sur Google. Bref, de sorcellerie donc. Eh bien, parce que j'ai remarqué, c'est vrai, en revoyant mes vidéos, je vous parle des femmes Mayfair en vous disant que ce sont des sorcières. Mais c'est vrai que quand on écoute mes vidéos, on a plutôt l'impression que ce sont des femmes qui ont la chance d'avoir un esprit qui leur donne un petit coup de main. Non, elles ont quand même certains pouvoirs. Déjà de par le livre de démonologie que Suzanne avait obtenu, et par la suite, elles ont eu le temps de se documenter. Elles avaient de l'argent, elles avaient réussi à avoir plusieurs ouvrages de divers pays, et surtout après, quand elles ont habité dans les îles, elles ont pu se documenter directement sur la culture vaudou, par exemple. Et c'est vrai que par la suite, Charlotte, Jeanne-Louise, Angélique, Marie-Claudette, mais surtout Marguerite, vont utiliser le vaudou dans certaines circonstances. Donc je tenais quand même à vous en parler, puisque c'est vrai que je parle essentiellement de femmes qui sont riches et qui ont une espèce de familier qui leur donne un petit coup de main, mais non, elles ont vraiment des pouvoirs magiques. De son côté, Lestat continue à faire son vampire, à tuer, à massacrer et à surtout ne pas se faire repérer. Non mais ça, je pense que les gens ils en ont rien à faire. Attends, non mais arrête quoi. C'est comme si tu leur disais que c'était la naissance de, de Jean Valjean ou de Madame Olson. Oh mais c'est bon quoi, j'ai envie de dire ce que je veux. Par une petite journée de 1831, le petit Julien est en train de jouer dans les marécages avec son ami Octavius, et soudain une gigantesque tempête se lève sur le domaine de Riverbend. Julien comprend que sa grand-mère vient de mourir, que c'est la tempête de la sorcière. D'ailleurs,
Marie-Claudette lui apparaît pendant quelques secondes pour lui faire un petit adieu. Et c'est ainsi que, voilà, Marie-Claudette nous quitte et fait place à Marguerite. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis, guettez les prochaines vidéos. Au revoir.